Un matin d'août 1981, deux F-14 de l'USS Nimitz patrouillent en Méditerranée, dans le golfe de Sirte. Soudain, deux Sukhoi Su-22 Fighter J de l'armée de l'air de la Jamaïria arabe libyenne décollent de l'aérodrome de Garbadia, dans le nord du pays. Aussitôt, les Tomcat les repèrent et procèdent à une interception. La Libye considère la zone maritime que les appareils américains survolent comme étant leur territoire, mais que les États-Unis considèrent comme des eaux internationales. Arrivé à 300 mètres de distance, le leader de la paire de Sukhoi libyens ouvre le feu sur les chasseurs embarqués. Le Vympel K-13, de code OTAN AA-2 Atoll, un missile RR à guidage infrarouge de courte portée, manque sa cible. Les Tomcat répliquent dans la foulée sur ordre, à l'aide de deux missiles IM-9 Sidewinder. Les deux appareils libyens sont abattus et les pilotes s'éjectent. Huit ans plus tard, un événement similaire se produit de nouveau dans le golfe de Sirte. 4 Tomcat, un A6 Intruder et un AWACS de l'USS Kennedy patrouillent au large de la Crète. La patrouille repère 4 MiG-23 Flogger décollés de l'aérodrome d'Al-Bombao. Deux Tomcat prennent la direction des deux premiers MiG-23, et alors qu'ils sont encore éloignés de plus de 60 nautiques, les Tomcat rebroussent chemin pour éviter la confrontation, mais les MiG les suivirent. Sachant que les chasseurs libyens étaient armés de missiles Vympel R-23, les Tomcat tirèrent en premier leur IM-7 Sparrow pour éviter tout risque d'être abattus. So fucking shoot him! I haven't got a tone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. Hey, I'm high cover on you. Lock him up. Lock him up. Man, shoot him, Fox 2. I can't, I don't have a fucking tone. So what? Good kill. Hey, good kill. Pilot ejected. Pilot ejected out of the second one. Okay, Maestro, let's head north. I've got the other one. What Fox 2? What Fox? Les deux MiG-23 furent abattus, les pilotes s'éjectèrent, mais pour une raison inconnue, ne furent pas secourus par la Libye. Ces deux incidents, qui ont impliqué des F-14, montrent à quel point ce mythique appareil est un intercepteur redoutable pour ceux qui lui font face. Dans les années 60, le F-111B est développé pour remplacer le F-4 Phantom II, développé lui dans les années 50. Le F-111B devait, par une polyvalence accrue, pouvoir évoluer dans l'US Navy et dans l'US Air Force. Il fut porteur d'innovations de pointe, comme une voilure à la géométrie variable et la post-combustion notamment. Devant répondre aux exigences des deux armées, son développement ne dépassa pas le stade des commandes et s'avérera être un échec. Un échec tout relatif, puisque de ce programme naîtra celui du F-14, projet initialement nommé G303. Les besoins pour l'US Navy persistaient. Pourvoir à ses porte-avions d'appareils d'interception pour ses groupes embarqués. En 1968, l'US Navy actualise donc son cahier des charges avec l'exigence d'atteindre Mach 2. Les États-Unis avaient alors intégré l'expérience aérienne du Vietnam. Avec l'échec du F-111B fin 1967, Grumman propose un avion plus petit et plus léger, tout en conservant la géométrie variable, l'avionique, dont notamment le radar ultramoderne AWG-9 et les réacteurs.
En 1969, Grumman se voit décrocher un contrat pour la conception d'un prototype et de 12 exemplaires de tests et de recherche. Les essais et sa mise au point allaient s'avérer difficiles. Le F-14 réalise son tout premier vol le 21 décembre 1970. Lors du deuxième vol, 9 jours plus tard, l'appareil est victime d'une panne complète du système hydraulique qui força les 2 pilotes à s'éjecter et le prototype s'écrasa. Ce n'est qu'en mai 1971 que le second prototype prit son envol. De nombreux autres incidents allaient entraver sa mise au point, avec la perte du 5e prototype ainsi que du 10e qui tua Bill Miller lors de la préparation à un show aérien à la Naval Air Test Center à Patuxent River. Miller était l'un des 2 pilotes qui fit décoller le F-14 moins de 2 ans plus tôt. La propulsion du F-14 est assurée par 2 réacteurs à double flux d'une poussée de près de 9500 kPa chacun. Le radar AWG-9 qui équipe les versions A et B du F-14 a une portée maximale de 190 km, pouvant accrocher un hostile à 140 km de distance et capable de poursuivre pas moins de 24 cibles simultanément. Le radar permettait au F-14 d'engager 6 hostiles différents en même temps. Le F-14B, à l'origine désigné F-14A+, furent délivrés à partir de 1987. Ces moteurs, remplacés par des General Electric F-110-400, soit les mêmes que ceux du F-15 et du F-16, sont plus puissants, avec 12 300 kPa chacun, sont plus fiables, et par ailleurs allongent le rayon d'action du F-14. Vers la fin des années 90, 67 F-14B reçurent un renforcement de leur structure et un ajournement de leur avionique, et furent en conséquence nommés F-14B Upgrade. Le F-14D Super Tomcat est équipé du radar APG-71, ainsi que du détecteur d'alerte radar ALR-67. Ce dernier, successeur de l'ALR-45, permet de repérer une activité radar hostile. Le F-14 est doté du dispositif de brouillage ALQ-165. Ce brouilleur de déception de fréquences radar actif participe à l'autoprotection électronique de l'appareil contre différentes menaces RR et surface air. Il peut faire le tri des menaces, les identifier et gérer le brouillage dans un environnement de signal dense. Enfin, le F-14D, la dernière version du F-14 et la plus avancée de toutes, est muni d'un équipement de communication Joint Tactical Information Distribution System, un système de distribution d'informations tactiques interarmées. Au début des années 90, les F-14A et les F-14B Upgrade reçurent une capacité de bombardement accrue qui lui vaudra le surnom de Bombcat. En 1994, on leur installe une nacelle Lantern pour Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night, un système combiné de navigation et de désignation d'objectifs qui équipe les F-15 et les F-16. Ce système, composé d'un pod de navigation et d'un pod de désignation d'objectifs, permet d'accroître les capacités opérationnelles selon les variables altitude et temps, dans le but d'engager des cibles terrestres grâce à des munitions guidées. En 2003, le Bombcat fut équipé du GBU-38 JDAM, des bombes guidées par GPS de 226 kg produits par Boeing. Ces bombes améliorées, par notamment l'ajout d'ailes, permettent une plus grande précision et peuvent être larguées à plusieurs dizaines de kilomètres de leur cible. Ces ailes à géométrie variable permettent au F-14 d'évoluer aussi bien à des vitesses supersoniques que subsoniques et d'être particulièrement manœuvrable, caractéristique avantageuse pour un intercepteur embarqué et pour le dogfight, bien qu'il est capable d'emporter des missiles de toute portée. La flèche variait entre 20 et 68 degrés, ses ailes se repliaient sur le pont ou en vol supersonique et se déployaient lors des phases de décollage et d'appontage. Son armement est sans doute le principal atout du Tomcat,
avec un arsenal incroyablement puissant. Initialement, il ne pouvait emporter que des missiles RR. Il est équipé de 6 missiles IM-54 Phoenix, à l'origine développés pour le F-111B, d'une portée de 184 km avec une pointe de vitesse de 4800 km/h et une altitude maximale de 100 000 pieds. Avec ses 4 mètres de longueur et ses 480 kg, il est le plus gros missile RR produit aux États-Unis et était destiné à détruire des bombardiers et des missiles de croisière. Le F-14 peut aussi emporter 2 missiles courte portée IM-9 Sidewinder à guidage infrarouge pour le combat rapproché. Les IM-7 Sparrow de moyenne portée peuvent s'intervertir avec les Phoenix. Les Sparrow sont à guidage radar semi-actif, c'est-à-dire que le missile n'est pourvu que d'un détecteur d'ondes émises par le radar du F-14, se reflétant sur la cible. Les Sparrow sont moins performants, avec une charge explosive divisée par 2 et une portée maximale de 70 km, mais ont une vitesse tout aussi rapide et un prix bien inférieur au Phoenix. Le F-14 a montré lors d'essais qu'il pouvait aussi être équipé d'AIM-120 AMRAAM à guidage radar actif de moyenne portée, de 75 à 160 km selon les versions, mais n'en fut jamais doté en mission. Enfin, son fuselage est équipé du canon M61 Vulcan de 20 mm. Usant du principe de la mitrailleuse Gatling, il a une cadence de 6000 coups par minute. Trop lourd pour apponter avec tous ses missiles Phoenix, le F-14 en emportait rarement 6. La combinaison la plus classique lui fournissait 4 missiles Phoenix, 2 missiles Sparrow et 2 missiles Sidewinder, lui procurant une diversité d'opérations possibles. En 1973, 6 Phoenix furent tirés en 38 secondes, touchant 4 cibles. En 2003, il se verra donc doté d'une capacité air-sol grâce aux bombes JDAM. Le gros point faible du F-14 demeure sa motorisation. Les Pratt & Whitney TF-30 qui l'équipaient ont été développés initialement pour le F-111, qui est un bombardier, et donc pas pour des chasseurs, ce qui causa d'énormes soucis lors des essais. Ils offrirent, en dépit d'une incroyable vitesse dépassant Mach 2.3, peu de fiabilité au F-14, puisqu'il lui arrivait de caler lorsqu'il atteignait une incidence de 60 degrés, ou lorsqu'il tirait des missiles. Plusieurs projets de versions améliorées ont été envisagés. Parmi elles, le Super Tomcat 21, ce qui aurait été la version la plus probable. Le Super Tomcat 21, ST-21, est né d'une proposition précédente faite par Grumman après l'effondrement du programme Quick Strike pour remplacer l'Assis Intruder dans la Navy. Le Super Tomcat 21 aurait intégré une variété d'améliorations par rapport au F-14D en bénéficiant d'une capacité de super croisière, d'une surface équivalente radar SER réduite et d'une autonomie accrue. Par ailleurs, l'ASF-14 est un projet qui aurait pu être la dernière mise à niveau du Tomcat. Il aurait bénéficié d'une avionique améliorée avec la technologie ATA pour Advanced Tactical Aircraft, mais avec un coût plus élevé et sans avoir des capacités de combat bien meilleures que le Super Tomcat 21. Ce fut finalement le F-18 Hornet qui fut choisi pour assurer le rôle que le Super Tomcat 21 aurait probablement pu endosser. La livraison d'une première commande de 26 avions commença en 1972, et c'est sur le porte-avions Enterprise que furent opérationnelles les premières unités 2 ans plus tard. Ils remplacèrent les F-4 Phantom II et les F-8 Crusader au sein de l'US Navy. Au total, ce sont 557 F-14A, 38 F-14B et 37 F-14D qui furent assemblés. Toutes variantes confondues, plus de 700 appareils furent construits, et le dernier des 632 exemplaires de l'US Navy est livré en 1992. Le F-14D Super Tomcat est un intercepteur biplace et bimoteur embarqué, pouvant aller jusqu'à près de 2485 km/h. Il a une vitesse ascensionnelle de 13 740 mètres par minute. Capable de voler jusqu'à près de 55 800 pieds, il peut franchir 3220 km,
avec des réservoirs supplémentaires. Il a une masse à vide de presque 20 tonnes et une charge maximale au décollage de plus de 33 tonnes. Il mesure 19 mètres de longueur et entre 11,50 m et 19,50 m d'envergure selon la configuration de sa voilure à géométrie variable. Sa surface à l'air est de 54,5 m² et son imposant armement se compose d'un canon rotatif Vulcan de 20 mm logé dans le fuselage, de 4 missiles RR IM-54 Phoenix, de 2 missiles IM-7 Sparrow, de 4 missiles IM-9 Sidewinder, pour une charge offensive de plus de 6 tonnes et demie. Dans les années 70, le Shah d'Iran recherchait un appareil capable d'intercepter les MiG-25 pénétrant dans l'espace aérien du territoire iranien. En 1973, le Shah assiste à une compétition entre le F-14 et le F-15 sur la base d'Andrew. On dit généralement que cela a eu un effet déterminant dans le choix du F-14, bien que l'impact réel soit difficile à mesurer. L'Iran commanda donc en 1974 80 F-14, commande qui incita à la poursuite du programme côté américain. Pour l'Iran, furent destinés des F-14 AM, une version améliorée du F-14A, équipée de Fakour 90, un missile RR iranien longue portée, inspiré du Phoenix américain, qui, selon les autorités américaines, a atteint en 2011 le stade de production de masse. La force aérienne iranienne reçut par ailleurs environ 240 IM-54 Phoenix. L'Iran reçut 79 Tomcat jusqu'en 1979, date de la chute du Shah lors de la révolution islamique. Avant la révolution, le Shah d'Iran était politiquement soutenu par les Américains, ce qui explique que les États-Unis ont accepté de vendre des Tomcat à l'Iran, pourtant considéré depuis 2001 comme un État voyou. Un embargo ininterrompu a été mis en place par les États-Unis contre l'Iran entre 1979 et 2015, ce qui empêcha l'Iran de se fournir en pièces détachées, mais grâce à ce qu'on appelle une cannibalisation judicieuse des appareils, l'Iran put maintenir une trentaine de F-14 opérationnels. Seul l'Imperial Iranian Air Force acquit des Tomcat du fait de son coût élevé, estimé à 38 millions de dollars l'unité à la fin des années 90. Le premier déploiement opérationnel des F-14 se déroula au Vietnam. Ils participèrent à la couverture aérienne lors de l'évacuation de Saigon fin avril 1975. Alors que Saigon s'apprêtait à tomber aux mains du Nord-Vietnam, les troupes du Sud-Vietnam défendirent les derniers quartiers de la ville pendant que 7000 Sud-Vietnamiens et Américains furent évacués en quelques jours. Le F-14 prit part à la guerre du Golfe en 1991 au travers de patrouilles au-dessus de la mer Rouge et de missions de reconnaissance et d'escorte. Le F-15 se vit attribuer la majorité des missions en confrontation directe avec l'ennemi au détriment du F-14. Sous les cocardes iraniennes, il servit principalement lors de la guerre entre l'Irak et l'Iran de 1980 à 1988. L'Irak de Saddam Hussein, alors revendiqué comme un État laïque au gouvernement sunnite, craignait une contagion islamique suite à la révolution iranienne de 1979 et s'engagea dans une guerre contre son voisin. Les forces aériennes irakiennes étaient composées au début de la guerre d'environ 300 MiG et Sukhoi soviétiques. Elle sera rapidement diminuée lors des offensives iraniennes Opération Kaman 99 en 1980 et l'attaque sur H3 en 1981. Elle sera peu à peu revigorée au fur et à mesure de la guerre, ce qui se concrétisera lors de l'opération En Dieu nous nous remettons, constituée en 5 offensives. L'Irak comptera pas moins de 1000 chasseurs modernes à la fin de la guerre. De son côté, l'armée de l'air iranienne démontra toute son efficacité durant la première moitié du conflit, grâce en grande partie à ses F-14 qui revendiquèrent jusqu'à 150 victoires, dont 61 par des missiles Phoenix. Les Tomcat auraient même été utilisés comme de mini-AWACS grâce à leur capacité radar. Au moins 5 F-14 iraniens ont été abattus en combat, dont 2 par des Mirage F-1. En 1987, un F-14A de l'USS Saratoga a abattu à la suite d'un tir ami un RF-4C Phantom de l'US Air Force, alors en mission de reconnaissance en Méditerranée, lors d'un exercice. There he goes. 101, strike. 101, single tax 2. Copy.
Didn't go. At 100, your status. Didn't go. We're joining now. Kill. Le pilote du F-14 aurait mal interprété un ordre radio, tandis que celui du Phantom put s'en sortir vivant, malgré de sévères blessures. Le F-14 fut déployé en Bosnie en 1995, au Kosovo en 1999 et en Afghanistan en 2001. Sa dernière mission de guerre, en l'occurrence le bombardement d'une cible en Irak, fut effectuée le 8 février 2006. Il fut définitivement retiré du service en septembre 2006. Il fallait alors près de 50 heures de maintenance pour une seule heure de vol. Aujourd'hui, seul l'Iran l'utilise encore, avec une flotte opérationnelle d'une vingtaine d'appareils. Visible dans une poignée de musées seulement, tous les autres F-14 ont été détruits afin que l'Iran ne puisse pas se fournir en pièces détachées en sous-main. À son entrée en service, il s'avérait bien supérieur aux chasseurs soviétiques. C'est ainsi qu'il effectua plus un rôle de dissuasion. En effet, la quasi-totalité des porte-avions américains étaient en permanence équipés d'un groupe embarqué de 24 F-14. Le F-14 représente un paradoxe ultime, meilleur intercepteur de son temps, mais l'Iran, aujourd'hui ennemi juré des États-Unis, en fut l'unique acquéreur. Popularisé notamment par le cinéma avec Top Gun, mais pas seulement, le Tomcat ne démérite pas le titre de légende qu'on lui accorde généralement, sans même connaître ses performances exceptionnelles. Premier chasseur de 3e génération à entrer en service dans l'US Navy, il conservera pendant longtemps des performances hors du commun, grâce à une constante mise à niveau des moteurs et de l'avionique. Il fut remplacé progressivement par le polyvalent McDonnell Douglas F-18 Hornet à partir de 1983. Il ne connut pas une carrière opérationnelle et une fin à la hauteur de ses performances, mais en tant que véritable prouesse technique et saut technologique, il ouvrit la voie aux chasseurs de 3e génération. Il construit son mythe dans les airs, et surtout par ses capacités hors du commun en tant que meilleur intercepteur durant près de 3 décennies.